Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez aussi l'empathie des Américains qui ont donc subi la même attaque au même moment. Et toutes les têtes, la plupart des têtes qui ont été mises à mort par Israël avaient encore des rewards, enfin des primes sur eux venant des Américains. L'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. Il y a 2200 morts américains. En 4 ans, les Américains tuent 3,5 millions de Japonais. 100 000 en une nuit. Qui parle du génocide japonais? Il y a 2500 morts au 11 septembre. Les Américains tuent 400 000 Irakiens et Afghans. Le taux de ratio civil et militaire dans ces deux guerres est pire qu'à Gaza, et pire qu'au Hezbollah. Qui parle du génocide afghan? On peut pas faire que... Les guerres ont évolué depuis quand même. Il faut quand même le dire. Après la guerre, justement, ont été mis des instruments juridiques pour éviter ce genre de choses. Voilà. Et quand la survie d'une nation est en jeu. Un certain nombre de pratiques qui étaient freestyle avant. Voilà. Et ça, je pense que Patrick peut en parler. Oui, bien sûr. Il y a des conventions internationales, il y a des règles internationales, c'est vrai. Mais comme disait Sarah Daniel, la guerre n'est jamais propre, la guerre, c'est la guerre. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais revenir. Mais attendez, comme pour rester sur ce point précisément, on voit à quel point on a un Michel Goya et vous qui dites, en réalité, quand quelqu'un a fait couler du sang, on le tue. Point. Les Américains. Moi, j'ai pas de compassion pour le Hezbollah. Je suis absolument ravi de ce qui est arrivé. Les Américains ont tué Ben Laden. Ils ont attendu des années, mais le jour où ils ont pu le tuer. L'Irak et l'Afghanistan, c'est il y a 10 ans. C'est pas avant la création des institutions et du droit international. C'est le premier point. Deuxième point. Mettre un bémol. C'est jamais une vengeance. Excusez-moi. Il n'y a pas que de la vengeance dans la vie. Une certaine vengeance, d'accord, mais c'est aussi une façon de se protéger. La dissuasion. Si on tue des gens, il n'y a pas que le désir de vengeance. C'est aussi pour continuer à protéger une population. Et c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Certes, il y a peut-être... Regardez, là on voit, vous essayez d'enrober tout de suite, on avait la version beaucoup plus directe de Louis Sarkozy disant qu'il crève. Non mais moi je dirais pas ça. Je finis ma question. En parlant de ces officiers du Hezbollah qui avaient fait couler du sang français, oui. Et le réflexe européen, je vous le reproche pas, mais c'est tout de suite de vouloir quand même mettre un petit peu quand même pas plus. Si c'est les officiers du Hezbollah qui crèvent, très bien. Il y a des civils aussi, c'est ça le problème. Qui crèvent. Donc, mais franchement, là, les cadres, moi, j'ai vraiment pas de. C'est pour ça que je dis l'opération Beeper est extraordinaire. Qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous, qu'ils crèvent tous, qu'ils crèvent tous, qu'ils crèvent tous, qu'ils crèvent tous. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Let's take the fish off. Quick. Guys, what the fuck am I doing? Holy shit. Oh, shit, I'm gonna have to sit in the snow. Woo! That is on my asshole. That is actually going on my bumhole. It's the first time in everything I got snow up my ass. I'm not even good. Guys, it's so deep. It's so deep. I'm stuck. Oh, I'm leaving. Get my jumper. I'm going. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy fuck! Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.
ce moment d'émotion qui donne les larmes aux yeux. Et évidemment, dans ce moment particulier que vit Israël, je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, ce serait passé comme ça. Mais aujourd'hui, les uns et les autres, au-delà de leur... ils peuvent ne pas partager toujours le même avis politique, mais ils se regroupent au nom d'Israël. D'autant plus que c'est très rare en ce moment. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Yes, you have a knife. You don't. Hey, I'm fucking profit. You're fucking bad and Why are you fucking with us? You're fucking kid bashers. Show the knife. Show the knife. Show the knife. Fuck away from us. Show the knife. Show the knife. Don't touch it. That's it. That's it. Show the knife. Don't touch my little sister. Show the knife. That's it. Don't fucking touch my little sister. She ain't fucking 12. Where's her fucking catching me? She's fucking 12 and you just battered me, mate. Vous voulez quoi que je dise Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté. Ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste? Je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord. C'est tout simple. Encore une question. Alors, tout à fait. Je vais répondre ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine. Et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant, voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée, et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tous m'ont dit, tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, cessez-le-feu, il ne l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains.
Américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays? Alors, il y a beaucoup de questions là. Commençons depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois? Ici, dans cette réunion, est-ce que nous vous avons entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est ce... En 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites « Ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. » Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici. Les Israéliens font le boulot.
Quel boulot? En gros, font le boulot, si je vous comprends règle la question, puisque l'Europe, la France, le monde n'a pas intérêt à ce que l'Iran soit doté de l'arme atomique. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a raison. Vendredi, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, vous voyez, je suis d'accord avec le président de la République, et c'est effectivement ce qu'il a dit. L'Iran, quand même, il faut bien comprendre une chose. L'Iran dit notre but est d'éliminer Israël, premier point, et deuxième point, nous allons nous doter de l'arme atomique. Donc, excusez-moi, j'ai du mal à ne pas y voir une relation de cause à effet. Vous savez à quoi ça peut faire penser? 1925, Mein Kampf. On n'a pas fait attention à ce que disait Hitler. Mein Kampf, il explique exactement ce qu'il va faire. On dit non, c'est rien, il est gentil et tout. Et la Shoah, 6 millions de morts. Imaginez que... Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Qu'un pays, imaginez que la Turquie, l'Algérie ou la Belgique expliquent nous allons nous doter de l'arme nucléaire et nous voulons la destruction de la France. Est-ce qu'on laisserait faire? Qu'est-ce qu'aurait fait la France? Qu'est-ce qu'on ferait? Évidemment, on ferait en sorte que la malheureuse Belgique, la malheureuse Algérie ou la malheureuse Turquie ne puissent pas se doter de l'arme nucléaire et on aurait raison. Donc voilà, et j'ajoute que la destruction de l'État d'Israël, qui est un objectif politique de l'État iranien, si demain ils ont l'arme atomique, excusez-moi, mais êtes-vous certain qu'en plus, je le dis aux Français qui n'aiment pas Israël, il y en a, est-ce que vous êtes certain que ça ne sera que contre Israël? Évidemment que non. Et pareil, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Les missiles balistiques iraniens peuvent atteindre la France, l'Europe, et éventuellement même un peu plus tard les États-Unis. Donc ça veut dire que pour vous, Israël fait le sale boulot ou le bon boulot, le boulot que les Occidentaux n'ont pas voulu, n'ont pas pu faire, et éventuellement qui était souhaité par les pays du Golfe. Et que nous ne sommes pas arrivés à faire par voie de règlement diplomatique. Et comme vous le savez, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a essayé de réguler et se fait déborder. Donc les Iraniens ne jouent pas le jeu. Et malheureusement, on arrive à une situation... Enfin, la guerre, personne n'en veut, mais la guerre est-elle nécessaire? C'est un sujet de philosophie de terminale. C'est le bac philo, peut-être, mais malheureusement, oui, parfois, et en l'occurrence. Le bilan est lourd, d'ailleurs, en Israël. De nombreuses victimes civiles, notamment cette nuit à Bat Yam, dans la banlieue de Tel Aviv. Mais le bilan est toujours lourd d'une guerre, et il est probablement lourd aussi pour les malheureux Iraniens qui sont les prisonniers du régime des mollahs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce régime n'est pas un régime démocratique, et les premières victimes du régime des mollahs sont les Iraniens eux-mêmes. D'ailleurs, une chose, quand on voit les dégâts causés par les missiles balistiques iraniens en Israël, on peut imaginer ce que ça serait si les charges explosives de ces missiles étaient nucléaires. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, lors de la première salve, il y a quelques mois, des Iraniens sur Israël, je vous rappelle qu'on a tous un peu retenu notre souffle quand on a su qu'il y avait des missiles balistiques qui allaient vers Israël, en se disant, pourvu que, heureusement, ils n'en sont pas à ce stade-là. Mais écoutez, si au moins le monde peut être débarrassé d'une menace atomique supplémentaire, ça sera très bien. Est-ce qu'il y a une menace atomique supplémentaire ou débarrassé du régime des mollahs? Il y a deux choses. Il y a cette première étape qui est la plus urgente. Et première étape, c'est-à-dire éviter que l'Iran se dote de l'arme atomique et que l'arme atomique tombe aux mains de gens qui déclarent vouloir l'utiliser. C'est ça qui est assez incroyable. On n'est même pas dans je suis pour me défendre. Ils veulent éliminer l'État d'Israël. Donc ouvrons les yeux. Vous savez ce que disait Charles Péguy, il est difficile de croire ce que l'on voit, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Donc voyez la réalité des choses. Et d'ailleurs, vous savez ce que vous dites là? Vous savez qui est-ce qu'il a dit Charles Péguy. Non, en février 2012? Non. Sur la possibilité de l'Iran de se doter de l'arme atomique et ce qui serait un danger pour Israël. Un certain Jean-Luc Mélenchon. Voyez. Il avait pris la défense d'Israël contre l'Iran. Donc ce matin, je suis en accord avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est formidable. Version 2012. Oui, j'ai bien compris. Version 2012. Donc Emmanuel Macron a réaffirmé le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Il a même dit que en cas de besoin, la France... notre sécurité. Et notre sécurité. Il a même dit qu'en cas de besoin, la France pourrait aider Israël à se défendre. Est-ce que cette solidarité de la France vis-à-vis d'Israël, c'est bien cela, doit-elle faire consensus au niveau politique? Elle devrait. Parce qu'on a vu aussi que Mathilde Panot a demandé un débat avec vote à l'Assemblée sur non, mais qu'il y ait un débat, moi je suis toujours pour le débat, donc si ça peut faire plaisir, je peux aussi être d'accord avec Mathilde Panot ce matin sur ce sujet en tout cas, mais pas sur d'autres. Mais donc sur cette solidarité vis-à-vis d'Israël, est-ce que ça doit faire consensus?
Bien, oui, d'autant, et je le répète, que la solidarité, en étant solidaire avec Israël, on est solidaire avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se défend nous-mêmes. Notre intérêt, l'intérêt du pays, l'intérêt de la France, c'est que l'Iran n'ait pas l'arme atomique. Donc, les choses sont très claires. Il faut donc aider tout le monde à faire en sorte, y compris les Israéliens, que les Iraniens ne franchissent pas l'étape définitive d'enrichissement qui pourrait arriver, conclure à avoir l'arme nucléaire. Alors, il y a aussi les conséquences, les conséquences qu'on peut redouter. Donc, conséquences de ce conflit en France, sécuritaire d'abord. Est-ce qu'il faut craindre une campagne terroriste, par exemple, de l'Iran en France? On a souvent dit Iran, État terroriste. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers des services secrets, évidemment. Le ministre de l'Intérieur rappelle que régulièrement, il y a des attentats qui sont déjoués en France. Donc, si vous me posez la question, est-ce que l'Iran a des proxys à travers lesquels l'Iran agit? Oui, l'Iran agit avec des proxys. Donc, par construction théorique, il y a un risque. Et puis, évidemment, il y a le risque politique interne, parce que quand on voit que Mme Rima Hassan, avec sa flottille pour Gaza, qui est en réalité une flottille du Hamas, soulève des foules, moi, je crains l'incompréhension d'un certain nombre de foules qui sont manipulées par des gens qui, manifestement, n'aiment pas la France. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Rima et Greta sont sur un bateau. Ça pourrait être le début d'une blague, mais ça n'est pas drôle, c'est la réalité. L'eurodéputée Rima Hassan et l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg sont en ce moment même ensemble sur un voilier qui fait route vers Gaza. La Freedom Flotilla, la flottille de la liberté, ainsi qu'elle se baptise, a embarqué à bord d'un voilier, le Madeleine, avec pour ambition rien de moins que de briser le siège de Gaza et de créer un corridor humanitaire. En réalité, les passagers qui ont sur leur voilier une centaine de kilos de farine savent bien qu'ils n'ont aucune chance d'accoster sur les rives de cette zone de guerre. C'est le prétexte d'une campagne médiatique. Cette flottille dite de la liberté qui est partie avant-hier de Sicile, direction Gaza. Les participants, une douzaine au total, reconnaissent eux-mêmes que leur cargaison destinée aux populations est symbolique. En revanche, les caméras sont bien là, les photos sont assez belles, tout comme l'effort en matière de communication. Principale figure de proue, Greta Thunberg, activiste écolo au départ, Liam Cunningham, acteur, et bien sûr Rima Hassan, eurodéputée insoumise qui ne pouvait pas manquer une telle occasion de dénoncer le blocus israélien. Alors courageuse ou pas cette initiative? Chaim Berkovitz, votre avis? L'idée, c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, il y a eu des précédents, on s'est misé sur l'image pour faire passer Israël comme étant l'agresseur. Ça fonctionne encore auprès d'un certain public aujourd'hui, on va dire? Ah ben bien sûr, ça fonctionne. Surtout qu'on est là pour faire, de l'image, parce que le bateau c'est un tout petit bateau, même s'ils apportent de l'aide humanitaire, c'est rien du tout. Mais en réalité, c'est pas l'aide humanitaire qui est à l'intérieur. Il faut se rappeler qui est dans le bateau. On a aussi une chaîne qui s'appelle Al Jazeera. Moi, je me rappelle d'Al Jazeera en 2019 qui avait sorti une vidéo pour nier la Shoah, pour nier ce qui s'était passé pendant la guerre de 39-45 contre le peuple juif, 6 millions de juifs qui étaient morts. Donc il faut comprendre qui c'est qu'on a à l'intérieur de ce bateau. On est là dans une propagande anti-Israël, je dirais même plus anti-juive. Et la participation d'Al Jazeera n'est pas là pour rien. On est là pour essayer de faire que ça fasse du grabuge, que Israël interdise l'accès de ces gens-là. Ils vont en arriver aux mains, tout simplement. Parce que s'il y a un tout petit peu de sang qui sort du nez de Rima Hassan ou d'une autre personne, eh bien on va dire tout de suite qu'Israël c'est des monstres, ils font couler le sang. On dira peut-être que c'est un massacre et qu'on a massacré sur le bateau 50 000 personnes, peut-être, pourquoi pas. Je sais pas, on peut sortir de ce genre de choses puisqu'on le sort. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène qui est là tout simplement contre Israël et contre le peuple juif. Alors Henri Béton, cette mise en scène, maintenant qu'elle est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Faudra la gérer avec doigté côté israélien, vous pensez? Faudra être sérieux? Écoutez, je voudrais juste faire un aparté pour Rima Hassan, qui n'a rien de palestinien, c'est une Syrienne, elle est née à Alep. Son père a servi comme officier dans l'armée d'Assad, il a massacré des Syriens. Elle se baladait librement en Syrie pendant le régime Assad, et maintenant si elle y retourne, je ne donne pas cher de sa peau. Alors c'est elle qui fait le palestinisme à bord de cette frégate. Cela étant, le scénario est
pour ainsi dire, verrouillé par avance. Ce bateau va venir, la marine israélienne va s'approcher, il vous est interdit de dépasser un certain seuil, ils vont le dépasser, le bateau va être saisi, va être amené à Ashdod, les gens vont descendre et puis ils vont faire des images et puis Al Jazeera fera son direct et puis on accompagnera tout ce... Bon, maintenant que Rima Assad sait qu'il ne peut rien lui arriver en Israël et elle ne sera pas massacrée, elle. Et donc elle retournera tranquillement, elle dit je suis une héroïne palestinienne alors qu'elle n'a rien de palestinien, elle est syrienne en fait. Ça fait partie du mensonge global, mais ça fera de belles images et ça trompera le pecno, que ce soit à Londres, à Paris ou ça, le problème, c'est comment on gère ça alors. C'est une parodie, c'est une escroquerie, c'est un minuscule bateau avec très peu de gains humanitaires. Hassan, c'est de faire du buzz. Ils sont en train de bronzer tranquillement sur le bateau, on se baigne, on s'amuse, alors qu'il y a des tragédies à Gaza réellement. Alors que là-bas, c'est la guerre. C'est pas du buzz, c'est pas du people. Là, on est dans une opération people de com. Ils ne vivent que par ça, que par le buzz. Alors évidemment, plus il y a de la pub, plus elle sera victimisée et plus elle va être heureuse. Elle veut aller à Gaza, qu'elle rentre par l'Égypte, qu'elle aille se battre avec le Hamas. Et voilà. Mais elle s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est le buzz, c'est la com, c'est le pipeau, c'est la soi-disant aide humanitaire qu'on amène, on amène. Alors, rien du tout, c'est qu'on voit son petit minois à la télé. C'est une drogue, elle peut plus s'en passer. On a besoin, comme l'a parfaitement dit M. Bétan, elle est d'origine syrienne, mytho, elle invente, elle n'a rien de palestinien. Alors qu'on peut être pour la cause palestinienne, on peut, pour certains, mais elle est uniquement dans la communication. Et cette affaire est une vaste escroquerie. C'est un minuscule bateau. Qu'est-ce que vont faire les Israéliens alors? C'est la vraie question. L'objectif, c'est pas de lui faire autant de pub qu'elle en souhaite. Elle veut être une victime. Elle veut... attention, elle va pas aller à Gaza à l'intérieur. Hein. Elle n'ira pas. Mais par contre, les images, les directs, les Instagram, les tweets, ça, on est là à fond. Je trouve ça... Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a la guerre à Gaza. C'est pas simplement, on n'est pas dans le people, on n'est pas au festival de Cannes. Sur le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Hamas, alors que Israël a rentré des milliers de camions d'aide humanitaire, il y a des vidéos et des films où le Hamas tue les Palestiniens pour leur empêcher d'aller vers l'aide humanitaire. Mais ça, très peu en parlent en France. Ce serait bien qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Alors, Rima Hassan et sa clique du Festival de Cannes, et là, c'est plus pathétique qu'autre chose. Ce qui se passe à travers le monde, pour que le monde se réveille enfin, il faut le faire. Moi, si j'avais eu vent... Moi, si j'avais... alors, justement, vous ne croyez pas si bien dire. Si j'avais eu vent de ça... Eh ben, je peux vous dire que j'y aurais été avec le plus grand des plaisirs. Je marche vers Gaza. Vous n'avez qu'à vous y joindre. Ce qui vous aurait donné l'occasion, Monsieur Berkovitch, peut-être à vous et à vos amis de me tirer dessus. Vous allez faire du buzz ce soir. Mais c'est pas grave. C'est gagné. J'aurais fait. Vous allez faire du buzz. Ça y est, c'est gagné. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, ici, j'ai toujours été très clair dans mes positions. Ce qui s'est passé le 7 octobre, je l'ai condamné et je continue de le condamner de la façon la plus ferme. Bravo. S'il vous plaît. Mais je vous ai pas coupé. Merci, respectez-moi. Merci beaucoup. Donc, je l'ai toujours fait depuis le début. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans mes positions par rapport à ça. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, je le dis aussi, ce massacre, il doit cesser. Et qui que nous soyons, quelles que soient nos couleurs, nos origines, nous devons monter au créneau pour ça. La seule chose, moi, qui m'intéresse, c'est la paix. Juifs, musulmans, chrétiens, athées, tout ce que vous voulez, vivent les uns avec les autres. C'est la seule chose qui me guide, moi, contrairement à vous. Alors, ce qui vous guide, c'est ça la question ce soir. C'est qu'il n'y a pas que Gaza, il y a le Yémen, il y a le Soudan, il y a la RDC, etc. etc. Pourquoi ce focus très médiatique? Mais s'en fout, tout le monde s'en fout de ça. Mais Rabib. C'est 5 millions de morts. On est dans le buzz autour d'Israël, du seul État juif qui est en état de légitime défense après avoir eu le plus grand massacre de son histoire depuis la Shoah. C'est ça la réalité. Et on est en guerre. Et la guerre, il y a des morts et c'est terrible. Il y a y compris des civils et tout le monde regrette lorsque les civils palestiniens meurent. Tout le monde le regrette. Tout le monde. Pas vous. Ah, vous avez décidé. Oh là là, Antonelli, je les connais, ceux qui ne le sont pas. Mais le drame aujourd'hui, c'est que seule une pression militaire forte
peut faire en sorte de faire libérer les otages. Autrement, il n'y aurait même pas eu un otage libéré. C'est une pression militaire, la destruction des chefs du Hamas, qui sont des barbares, qui sont des gens qui ont tué, qui ont violé des familles entières, qui ont tendu la main pour la paix. Ces gens de ces kibbutzim, de Shalom Arshav, qui a amené les enfants palestiniens tous les jours à l'hôpital et qui ont été massacrés, tués, brûlés par des Palestiniens. Et ça, aujourd'hui, Tsahal essaie de libérer ses otages en mettant une pression militaire. Maintenant, tout peut s'arrêter demain avec un cessez-le-feu immédiat. Il y a deux conditions. C'est la libération des otages et que le Hamas ne soit plus aux affaires à Gaza et Israël leur donne la possibilité, sans les tuer, de quitter Gaza. Mais alors, ça, j'ai pas entendu une seule fois M. Ross le dire. Ouais, alors ça, effectivement, c'était le débat précédent, mais quand même, sur ce qu'a dit Ross aussi, pour arrêter la guerre, il faut d'abord et c'est pas le seul à dire ça. Ross nous parle d'humanisme. Non, mais vous le dites pas. Non, s'il vous plaît, messieurs. Non, mais vous le dites pas. Messieurs, s'il vous plaît. On va écouter aussi ce qui se passe à Tel Aviv, nos invités. Ross nous parle d'humanisme, c'est pas le seul. Les membres de la flottille aussi parlent d'humanisme. Il y a une autre citation que je vous donne. Nous faisons cela pour ne pas perdre notre humanité. Ça, c'est Greta Thunberg qui nous dit ça. On a une définition différente de l'humanité. Qu'on soit en Israël, qu'on soit pro-palestinien, Henri Bétan. C'est ça le problème quelque part? C'est une vraie sincérité de sa part? Cette sémantique-là me laisse de marbre et m'effraie, à vrai dire, parce que nous ne voulons pas perdre notre humanité. Bah oui. Ça veut dire que les autres... Continuer de massacrer. Écoutez, j'espère pour vous, si vous êtes l'homme que vous dites de paix, non, le jour où vous serez... C'était une petite provocation. Oui, le jour où vous aurez la vérité vraie sur... Alors, merci. Je continue puisque ce monsieur ne veut pas entendre, ce n'est pas grave. Cette sémantique-là, c'est de la pure propagande. Pour ne pas perdre notre humanité, ça veut dire que les autres ne l'ont jamais eu, en vérité, c'est ça ce que ça veut dire, parce que tout ce schéma-là, ce focus sur Israël, comme on dit, cette obsession d'Israël, c'est en fait un problème ontologique. Et il faudrait remonter très loin dans l'histoire, et dans la sociologie, et dans la culture, pour en établir les raisons. Mais néanmoins, je refuse et je récuse cette disparité. Ils ne sont en rien humains, ces gens-là. Ils ne sont en rien humains puisqu'ils soutiennent une culture qui, depuis des siècles, massacre entre massacres. Je vous rappelle que la fitna dont se parlent les Arabes et les musulmans, la fitna, la religion arabo-musulmane n'a pas eu un seul jour de paix depuis la création de l'islam. Pas un jour de paix. Ni salam, ni solh, ni rien du tout, que de la fitna et de la guerre interne. Une telle culture est incapable de faire la paix avec les autres. Petite parenthèse, je vous en tire un instant. On m'indique à l'instant qu'il y a une alerte dans le sud du plateau du Golan à l'instant, donc alerte au missile ou à la roquette. On vous en dira plus évidemment dès que l'information sera confirmée et affinée. Problème ontologique, Raïm Berkovic est d'accord avec ça, c'est-à-dire que finalement, on assiste à la suite quelque part de séquences qui durent depuis des siècles, des millénaires. Tout à fait. Moi, la version moderne. Cette histoire de bateau, comme cette histoire de marche, le 15 juin. Il y a une marche au Caire pour partir vers Israël, etc. Ça me fait penser aux croisés. Mais vous savez, l'humanité, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec les croisés? C'est qu'on a massacré les Juifs sur le passage. Ici, ce genre d'action, eh bien, ça fait du tort. Ça fait du tort aux Juifs parce que ça nous sort comme si nous n'avions pas d'humanité. Et donc, on se retourne contre les communautés juives dans le monde. Vous savez qu'aux États-Unis, on a arrêté quelqu'un qui était prêt à faire un attentat hier. Aujourd'hui, en France, faut se rappeler ce qui s'est passé ce week-end. C'est que plusieurs synagogues, le mémorial de la Shoah, il a été recouvert de la couleur du Hamas exprès pour provoquer. On est dans une situation terrible. Et ce genre de personnes, c'est eux qui manquent d'humanité. Pourquoi ils manquent d'humanité? Parce qu'ils nous mettent en danger. Et Ross, je m'adresse aussi à vous. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous dites que Israël massacre, ce qui est entièrement faux, eh bien vous mettez en danger les Juifs de partout. Parce qu'on nous prend pour des gens qui sont en train de tuer, ce qui est totalement faux. On se défend. Et aujourd'hui, la communauté, je finis ma phrase, Ross. Aujourd'hui, la communauté juive, elle est en danger partout dans le monde parce que des gens comme vous disent que nous sommes des gens qui massacreront les Palestiniens, ce qui est entièrement faux.
puisqu'on nous dit le but de guerre, c'est de détruire le Hamas. Mais combien de temps faudra-t-il pour détruire le Hamas? Le temps qu'il faudra. Ouais. Le temps qu'il faudra. On ne sait jamais comment les... Non, mais vous pouvez pas. C'est le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Il est très important. Pardonnez-moi. Si vous me mettez un chronomètre et je fais pas le travail, non, je suis désolé. C'est ça soutenir Israël. Vous êtes désolé, mais c'est ça soutenir Israël. Vous soutenir dans cette guerre qui est existentielle, qui est importante pour l'humanité entière. Elisabeth Lévy, il y a des gosses aujourd'hui qui sont en train de mourir là-bas. Il y a nos enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire là-bas, la guerre, elle doit durer le temps qu'elle doit durer. Quelqu'un qui me parle comme ça. Bah moi, je vous parle comme ça. Je ne parle comme ça. Quelqu'un qui me parle comme ça. On n'est pas dans un commissariat. Vous êtes dans une... Ça suffit, c'est ce que je n'aime pas. Elisabeth, vous êtes dans une réalité dans le monde guerre. On ne peut pas émettre une opinion dissidente. S'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Vous patientez. Vous êtes en train de vous énerver. S'il vous plaît, Meir Benayoun, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous allez me laisser en placer une. On écoute. Maintenant, ça suffit. Cette attitude, cette attitude de fermer le débat, d'essayer de me faire taire, parce que ce que je dis ne vous plaît pas. C'est moi qui donne la parole. Cette façon d'essayer de me faire taire, parce que ce que je vous dis ne vous plaît pas, c'est en train... Ah bon? Excusez-moi, quand on parle sur quelqu'un, c'est qu'on essaye de le faire taire. S'il vous plaît, je vous rappelle à l'ordre. Vous aurez la parole tous, on écoute pour l'instant Elisabeth Lévy. D'ailleurs, petite parenthèse, je veux juste dire, il est tout à fait normal, même si on est juif, même si on aime Israël, on a le droit de se poser des questions. Évidemment, est-ce que j'ai dit quelque part que je ne voulais pas, que cette guerre ne devait pas avoir lieu? J'ai dit qu'on avait le droit de se poser des questions sur sa durée, sur la façon dont elle est conduite. Voilà, Israël est un État qui, on a le droit, vous avez le droit de critiquer l'Amérique, on a le droit de critiquer Israël. Critiquer Israël n'est pas vouloir sa destruction, n'est pas dire qu'il n'a pas le droit de mener cette guerre. Mais si l'Amérique menait une guerre, vous auriez le droit de la critiquer. Eh bien, je suis désolé, il est important que dans le monde juif et dans le monde sioniste, dans le monde pro-israélien, qu'on ait le droit à la discussion et qu'on se respecte. Elisabeth Lévy, on vous écoute. Je vous demande juste si c'est possible de réajuster la caméra parce qu'on ne voit pas tout à fait. Voilà. Je donne l'information entre parenthèses au passage. On apprend à l'instant que l'armée israélienne a identifié le lancement d'un missile depuis le Yémen. Voilà, un de plus. Je crois que ça fait une cinquantaine en quelques semaines. Elisabeth Lévy, encore une question rapidement. Mais qu'est-ce que vous répondez, vous, à celles et ceux qui disent je ne déteste pas Israël, je déteste Netanyahou. C'est lui qui mène cette guerre. Je suis anti-Netanyahou, je ne suis pas antisémite. Vous dites quoi à ça? Mais d'abord, moi, excusez-moi, Alain Finkielkraut est anti-Netanyahou. Est-ce qu'on a besoin de lui demander qu'il est de lui faire dire qu'il n'est pas antisémite? Je parle pas de lui, je parle des vrais antisémites qui se cachent derrière ça. Non, mais moi, je vous parle de ceux-là.